Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes ici présents dans cet endroit magnifique qui est la Bibliothèque nationale de France à Paris, dans le cadre de la Nuit des idées et dans le cadre d'une collection qui est une collection de France Culture de nos masterclass. Les masterclass ont d'abord été inaugurées avec des personnalités venues du monde des arts. Et puis depuis quelques mois, elle s'ouvre également au monde des idées. Ça tombe bien puisque nous sommes donc dans la nuit des idées et que nous accueillons quelqu'un qui est vraiment un représentant du monde des idées en France. Il est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique depuis 2001, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et ce depuis 1989, où il a d'ailleurs dirigé le centre de recherche politique Raymond Aron de 1992 à 2005. Et il est également président de l'association La République des idées. Notre invité est donc ce soir Pierre Rosanvallon. Bonsoir Pierre Rosanvallon. Bonsoir. Le travail de Pierre Rosanvallon s'organise à partir de trois pôles. On pourrait dire qu'il y a d'abord l'histoire du modèle politique français, d'abord, avec une série de travaux consacrés à l'histoire du libéralisme dans la première moitié du XIXe siècle. Et puis, il s'est attaché ensuite à proposer une interprétation de l'évolution des institutions de solidarité et des théories de la justice. Mais le volet le plus important de son œuvre s'organise à partir du début, disons, des années 90, autour du lancement d'un vaste chantier qui vise à retracer l'histoire intellectuelle de la démocratie en France. Il y a d'abord eu 3 volumes publiés dans la collection La Bibliothèque des Histoires aux éditions Gallimard. Le Sacre du citoyen, histoire du suffrage universel en France en 92, Le peuple introuvable, histoire de la représentation démocratique en France en 98, et La démocratie inachevée, histoire de la souveraineté du peuple en France en 2000. Et puis cela a été suivi d'un cycle plus récent sur les mutations de la démocratie contemporaine avec 4 livres, ce qu'on appelle une tétralogie, La contre-démocratie en 2006, La légitimité démocratique en 2008, La société des égaux en 2011 et Le bon gouvernement en 2015. Enfin, l'année dernière, en 2018, a paru un livre un peu plus personnel de Pierre Rosanvallon qui s'intitule « Notre histoire intellectuelle et politique de 1968 à 2018 ». Et je ne cite pas tous les ouvrages. Pierre Rosanvallon, quand on regarde la biographie qui est la vôtre sur le site du Collège de France, qui est quand même un site plutôt fiable, enfin on l'espère en tout cas, on peut lire ceci. Pierre Rosanvallon est né le 1er janvier 1900 à Blois, France. Son parcours se caractérise par son caractère atypique. De quoi est fait ce caractère atypique selon vous ? Le caractère atypique, c'est que la plupart de mes collègues au Collège de France ont commencé leur vie d'adulte en étant à l'université, en étant dans une grande école, en faisant une thèse, après leur thèse en étant assistant, puis maître de conférence, puis professeur. Ils arrivent en quelque sorte pour couronner une carrière académique. Moi, je suis arrivé par hasard dans la carrière académique de façon relativement tardive, puisque j'ai été élu maître de conférence à l'École des hautes études en 1983. J'avais déjà 35 ans à l'époque, et tout le début de ma vie d'adulte a été davantage une vie militante, puisque j'ai terminé des études assez courtes à HEC à 21 ans, et je suis devenu immédiatement après secrétaire confédéral de la CFDT. Donc, au lieu d'avoir un passé, je dirais, de doctorant, j'ai eu un passé de militant. Alors, il est vrai que je me suis rattrapé, parce que j'ai fini par avoir 3 doctorats. J'ai fait un doctorat d'histoire avec Claude Lefort, j'ai aussi fait un doctorat S-Lettres, un des derniers de l'École des hautes études, avec Claude Lefort également, et puis j'ai même un doctorat de gestion que j'ai fait pendant les quelques années que j'ai passées avec Jacques Delors à Dauphine. Vous êtes historien aujourd'hui. En tous les cas, c'est comme ça qu'on vous présente, historien du monde politique moderne et contemporain. Et pourtant, donc, un doctorat d'histoire, mais d'autres doctorats qui ne sont pas d'histoire, et une carrière, ou disons une première vie militante. Est-ce que ça veut dire, Pierre Rosanvallon, que l'histoire, c'est
pas spécialement une vocation, ou bien que vous vouliez déjà faire de l'histoire, mais qu'avant, il fallait que vous ayez une expérience, disons, politico-syndicale? Non, ça n'était pas du tout une vocation. Si je suis devenu universitaire et intellectuel de façon plus large, c'est pour répondre aux questions que je me posais dans ma vie militante. Je suis quelqu'un qui a eu 20 ans en 68, et donc après ces années-là, très vite, l'année suivante, en 1969, je suis devenu secrétaire confédéral de la CFDT. C'était la période de l'autogestion, c'était le moment où on parlait de nouvelles formes de pouvoir, de relations sociales à mettre en œuvre, et donc j'ai été directement intéressé par tout ce qui s'organisait comme vision du social et du politique autour du terme d'autogestion. Et très vite, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas se contenter d'avoir des slogans trop généraux, en parlant simplement de pouvoir au peuple, en parlant d'auto-organisation. Et c'est en réfléchissant, si je puis dire, aux idéaux militants que j'ai rencontré la nécessité de les fonder plus solidement. Et donc, par petits pas, eh bien, je me suis mis à lire de plus en plus. Et puis, à un moment, j'ai vu qu'il fallait basculer. C'est-à-dire passer simplement des interrogations du militant à, si je puis dire, une forme de professionnalisation des interrogations. Est-ce que ce moment de bascule s'est fait de façon soudaine ou très progressive? Elle s'est faite de façon, d'un certain point de vue, assez soudaine, parce que tout s'est joué, au fond, autour de l'année 1977-78. Parce qu'à ce moment-là, je venais de publier avec Patrick Vivray un essai qui avait pour titre « Pour une nouvelle culture politique », qui était en quelque sorte, pourrait-on dire, le programme intellectuel du rocardisme, le programme intellectuel de la deuxième gauche. Et à ce moment-là, je me voyais, et beaucoup me voyaient autour de moi, comme quelqu'un qui allait poursuivre, en quelque sorte, cet essai militant par une entrée en politique. Et effectivement, ce sont les années où beaucoup de mes amis se sont présentés aux élections de 1978 et ont été élus. Et à un moment, j'aurais pu devenir cela. Et il y a même une période où je pensais que je le deviendrais. Et puis, j'ai vu que tout le monde se précipitait vers la vie politique et qu'il y avait beaucoup moins de candidats pour retourner aux analyses de fond. Et donc, ça m'a donné envie d'aller vers cela plutôt que d'aller vers le marigot politique. Le choix de la distinction ? Non, pas le choix de la distinction, le choix d'une efficacité plus forte. Parce que j'avais le sentiment que beaucoup étaient volontaires pour rentrer en politique, participer au comité directeur de ceci ou de cela, être à l'Assemblée, mais qu'il y avait besoin, tout cela serait vain s'il n'y avait pas un travail de fond qui s'accomplissait, s'il n'y avait pas, je dirais, une fondation intellectuelle à cette culture politique que j'appelais de mes voeux. Et donc, j'ai bien vite vu l'écart qu'il y avait entre, je dirais, le discours militant, les motions de congrès, et puis, véritablement, l'organisation d'un paradigme intellectuel capable de porter toutes ces idées et de leur donner leur pleine efficacité. Mais ce paradigme intellectuel aurait pu être trouvé dans la philosophie politique, dans les sciences politiques. Vous avez choisi l'histoire. Pourquoi l'histoire ? J'ai choisi l'histoire. Elle vous a choisi ? Ma première thèse, ça a porté d'abord parce que j'étais lié à des historiens, mais j'étais aussi lié à des philosophes politiques. Et vous savez, je suis rentré à l'université, à l'école des hautes études. C'est l'école des hautes études en sciences sociales. Et à l'école des hautes études en sciences sociales, on ne vous demande pas quelle est votre assignation disciplinaire. Il y avait une communauté intellectuelle où sociologues, historiens, philosophes politiques, j'étais très proche de Claude Lefort, par exemple, ou de Cornelius Castoriadis, qui se définissaient d'une façon beaucoup plus large que simplement ce qui correspondait à des départements universitaires. Et donc, moi, je me suis toujours senti étant un homme des sciences sociales, disons, même si les livres que j'ai progressivement écrits pouvaient être considérés véritablement comme des livres d'histoire. Mais j'écris un type d'histoire qui, sans cesse, fait appel aux autres sciences sociales. Et un livre d'histoire aussi qui essaie d'être nourri par une conceptualisation, qu'on pourrait dire une conceptualisation de théorie politique, ou une conceptualisation de philosophie politique. Et c'est la même chose au Collège de France. Au Collège de France, on ne vous met pas une étiquette sur le dos. Vous choisissez librement votre sujet de travail, vous choisissez librement les instruments intellectuels que vous vous donnez. Et du coup, j'ai eu la chance de ne jamais être dans ces filières
intellectuelle où tout est tracé quand on se trouve, par exemple, dans un département d'une université. Si vous êtes dans la filière de l'histoire, eh bien, on aura des exigences, des demandes vis-à-vis de vous qui ne sont pas celles de la philosophie, qui ne sont pas celles de la sociologie. Et là, j'ai la chance de pouvoir me considérer personnellement comme étant pas simplement tributaire d'une discipline, mais essayant de faire converger tout un ensemble de disciplines autour d'un objet. Ce qui a organisé mon travail, c'est un objet. C'est la réflexion sur la démocratie, c'est la réflexion sur le contrat social, sur la justice sociale, disons pour faire vite. Et il y a quelques noms étrangers qui m'ont aidé en quelque sorte à avoir cette vision un peu élargie. Et je voudrais là rendre hommage à quelqu'un dont j'ai été très proche, qui est Albert Hirschman. Albert Hirschman a été prof à Harvard, puis ensuite à l'Institut d'études avancées de Princeton. Et Albert Hirschman se considérait en disant « Moi, je suis un homme des sciences sociales à l'ancienne ». Il a été président de l'American Economic Association, mais en même temps, il a nourri ses livres d'histoire. Il a développé toute une conceptualisation sur les formes d'engagement, par exemple, qui a été considérée comme très importante en sociologie. Et voilà, moi, je me suis plutôt défini par mes objets que par les disciplines universitaires. Et malgré tout, Pierre-Rosan Vallon, vous aviez des maîtres à penser, alors des professeurs et puis des intellectuels ou des penseurs qui vous ont aidé à devenir ce que vous êtes devenu dans toutes les disciplines dont vous parlez. Vous en avez cité quelques-uns déjà, Cornelius Castoriadis ou également Claude Lefort. Dans votre dernier ouvrage, Notre histoire intellectuelle et politique, vous en citez plusieurs autres aux côtés de Castoriadis et de Claude Lefort. Vous citez Ivan Illich, vous citez André Gorz, puis une rencontre avec Michel Foucault et François Furet. Est-ce que vous nous diriez un mot de chacun, non pas eux extérieurement à vous, mais eux ou vous par rapport à eux et ce qu'ils vous ont apporté? Vous voyez que ces différentes personnes sont très différentes, puisqu'un certain nombre des personnes que vous citez, comme Ivan Illich ou André Gorz, ce sont très clairement des essayistes. André Gorz écrivait dans le Nouvel Observateur sous le nom de Michel Bosquet. Ivan Illich était un animateur d'un centre culturel au Mexique. Et ce sont des personnes que j'ai surtout connues et fréquentées pendant mes années militantes, parce que j'étais dans les mêmes lieux qu'eux, parce qu'ils se posaient les mêmes questions que moi. Mais les autres noms que vous évoquez, ce sont des personnes qui, elles, étaient déjà dans le monde intellectuel, dans le monde universitaire. Et ces personnages étaient en quelque sorte des compagnons de route et de transition aussi, si je puis dire, car progressivement, et bien évidemment, ceux avec qui j'ai réfléchi, ceux avec qui j'ai travaillé, étaient davantage des personnes qui se trouvaient dans l'université, mais qui se trouvaient dans l'université sans être des universitaires classiques. Et c'est la grande chance que j'ai eue à l'École des hautes études dans les années 80, 1980 et 1990, d'être dans une atmosphère de recherche qui se caractérisait par le fait qu'on aimait lire les livres des uns et des autres, et que ces autres soient des personnes comme Pierre Vidal-Naquet qui s'intéressent à la Grèce ancienne, que les autres soient des personnes s'intéressant à l'histoire de la Révolution comme François Furet, ou les sociologues du présent. L'École des hautes études était vraiment, on pourrait dire, une institution d'éducation mutuelle. Mais c'est j'entends bien ce que vous dites, mais malgré tout, avec eux, vous avez, et avec chacun, développé, vous diriez, des affinités de l'ordre de, je ne sais pas, des convictions politiques, puisque vous parlez de vos années militantes, est-ce que c'est leur démarche de chercheurs qui vous ont intéressé? Est-ce que c'est une façon de travailler, un rapport à leur discipline? Est-ce que c'est tout ça à la fois? Est-ce que c'est leurs écrits, les objets? Ces deux choses. D'abord, ce sont les questions qui se posaient. Les questions qui se posaient, c'est très clair pour quelqu'un comme Claude Lefort, qui s'interrogeait sur les racines du totalitarisme. Et pourquoi s'interrogeait-il sur les racines du totalitarisme? C'est pour comprendre le phénomène totalitaire, mais comprendre aussi la démocratie moderne. Et donc, ça a d'abord été une communauté de curiosité, une communauté d'impatience aussi, parce que toutes ces questions qui m'intéressaient, j'avais le sentiment, il y a une expression que j'ai souvent employée en disant que l'histoire nous mord la nuque.
J'ai souvent eu le sentiment que toutes ces questions, il était impatient. J'étais impatient d'y répondre et qu'il était urgent d'y répondre très, très rapidement. Et je crois que c'est ce qui caractérisait la plupart des personnes dont j'ai parlé dans ce livre, Notre histoire intellectuelle et politique. La rencontre avec Michel Foucault, elle s'est faite autour d'une curiosité commune sur le tournant libéral dans la France et l'Europe du début du XIXe siècle. Avec François Furet, c'était le laboratoire, en quelque sorte, de la modernité politique qu'on voyait avec la Révolution française, à laquelle très peu de gens s'intéressaient à l'époque, sauf vraiment des spécialistes un petit peu pointus, disons. Alors, il y a quand même dans ces différentes disciplines qu'ils représentent tous, ce qu'on a cité là, il y a quand même l'histoire sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête un petit peu. Parce que même si vous êtes un homme des sciences sociales, très ouvert et avec une idée transdisciplinaire ou pluridisciplinaire de votre travail, Pierre Rosanvallon, vous n'en êtes donc pas moins un historien. Et je voudrais vous demander quelle est, alors, à la fois votre conception à vous de l'histoire et qu'est-ce qui a nourri ou qui a nourri, en dehors de François Furet, votre approche de l'histoire, qui est d'ailleurs une approche très ouverte. Mon approche de l'histoire, elle est celle de la considérer comme le laboratoire des questions du présent. Si je suis devenu historien, c'est pour cela. J'ai eu le sentiment que les questions du présent, elles avaient, d'une certaine façon, elles avaient une matrice qui était historique. Si on veut comprendre les difficultés de la démocratie aujourd'hui, même très quotidiennement, sur les débats sur le référendum, les débats sur la possibilité de révocation des élus, tout cela, c'est des questions qui se sont posées dès la période de la Révolution française, qui se sont posées dans l'Amérique des années 1780 ou 1790, qui se sont posées dans l'Angleterre de la Révolution des années 1660. Et donc, l'histoire, ça n'est pas simplement revenir à une espèce de jeunesse du passé. L'intérêt pour l'histoire, pour moi, c'est de restaurer de façon vivante les questions, les interrogations, les perplexités, les pistes de réponse aussi d'une époque donnée. C'est en quelque sorte de me faire personnage vivant de cette histoire, parce que c'est la même chose aujourd'hui qu'il faut faire, c'est d'être le personnage vivant du présent. Eh bien, on peut le devenir si on était aussi le personnage vivant de ces moments du passé. Alors bien sûr, on va parler de votre méthode de travail, des sources avec lesquelles vous travaillez, mais juste encore un mot. Dans votre leçon inaugurale au Collège de France, c'était en 2002, vous avez dit une phrase, je ne sais pas si c'était une phrase citée ou si c'était votre phrase, je vais vous la donner. Vous avez dit que vous aviez, en tous les cas vous la repreniez à votre compte, le souci d'aider à fonder l'avenir en enracinant l'intelligence du présent dans la compréhension des malheurs du passé. C'est une formule de une très belle phrase. Alors, mais vous savez, quand une leçon inaugurale au collège, on fait tout de même un petit effort d'écriture. Parce qu'elle est normalement destinée à présenter en quelque sorte son programme de travail. Et c'est pour cela que c'est un exercice intéressant d'ailleurs, parce qu'on vous force à expliciter votre programme de travail et votre méthode de travail. D'une certaine façon, donc, il arrive que certaines phrases puissent être correctement ciselées. Donc elle est encore juste quelques années plus tard. Mais en même temps, Pierre Rosanvallon, je sais, pour avoir rencontré moult historiens, que les historiens n'aiment pas du tout le rapport peut-être comparatif, mais entre les temps, n'était Concordance des temps, fameuse émission sur France Culture, mais ce côté, bon alors voilà, il se passe quelque chose en France aujourd'hui. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que nous revivons les années 30? Est-ce que nous revivons 1789? Alors, quelle est la différence entre votre approche et cette approche-là? Pour moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir avec cette notion de concordance des temps en disant « ère connue, on a déjà connu ça ». Tout se répète et au fond, rien ne change. Non, ça n'est pas, ou bien sûr, un certain nombre de changements peuvent être repérés. Ça n'est pas du tout ça. C'est considérer l'histoire comme le laboratoire du présent. C'est considérer que l'histoire met en jeu aussi tout un ensemble de tensions, de contradictions, d'indéterminations fondamentales qui sont toujours les nôtres.
nous prenions l'exemple de la démocratie, c'est celui sur lequel j'ai le plus travaillé, le plus écrit. Tous les débats contemporains sur la représentation démocratique, ils ne sont pas simplement des débats entre des solutions différentes. Ils sont des débats qui tiennent au fait qu'il y a une indétermination de ce que veut dire la démocratie, la représentation. Est-ce que la représentation, c'est simplement une technique pour gérer le grand nombre? Est-ce que la représentation, c'est une dimension de réflexivité? Est-ce que la représentation, ça a une fonction délibérative particulière? Ou est-ce que c'est simplement un substitut technique à une impossible démocratie directe? Donc on voit que si on se pose aujourd'hui la question du référendum, on ne le posera pas simplement comme une technique en tant que telle, mais on le posera comme inscrit dans tout un ensemble de perplexités sur le sens de la démocratie moderne. Donc c'est moins une référence à une date ou un passé connu qu'à une expérience. Qu'à une expérience, et ce qui m'intéresse le plus quand je lis des textes ou quand j'essaie de comprendre des moments historiques, c'est de retracer les perplexités, les interrogations, les dissimulations des acteurs d'une certaine période et de ceux aussi qui essaient de la réfléchir. Où sont leurs points d'aveuglement? Où sont leurs raccourcis? Comment ils se donnent des facilités d'interprétation? C'est cela que j'essaie de rendre à nouveau vivant pour être d'une certaine façon à la fois le témoin et le compagnon des personnes de cette période et en même temps l'analyste. Parce que ça donne des clés pour aujourd'hui, parce que ça donne des clés de ce qu'il faudrait faire. Je donne un exemple d'une phrase que j'ai prise dans Le Bon Gouvernement, donc votre livre de 2015. Vous dites, nous n'avons... C'est une phrase sortie du contexte avec toutes mes excuses, mais c'est la phrase qui m'intéresse en l'occurrence. Nous n'avons pas besoin d'un homme providentiel, mais d'un homme de confiance. Ou quand vous dites, les qualités fondamentales d'un véritable ère démocratique, c'est l'intégrité et le parler vrai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi vous vous référez, par exemple? À quel type d'indétermination, d'expérience, d'errement, de faiblesse, de controverse du passé? Là, alors qu'on voit bien qu'on parle d'aujourd'hui aussi. En l'occurrence, pour le parler vrai, je me référais directement à un grand exemple. C'est celui des réflexions de Démosthène dans ses Philippiques sur la nature, justement, du discours politique. Et la façon dont le discours politique devait choisir entre un discours de séduction et un discours de persuasion. Un discours qui conforte la personne politique ou un discours qui va aider, à travers les difficultés, à construire l'histoire. Et si je m'étais intéressé spécialement, d'ailleurs, à Démosthène, à sa réception et à sa discussion dans l'histoire, c'est parce que j'avais découvert que Clémenceau, au moment, en 1917, au moment où il va prendre le pouvoir, avait commencé à écrire un petit livre sur Démosthène. Et que dans tous les articles qu'il publiait dans les journaux, en critiquant l'inaction du gouvernement, le fait qu'il comprenait mal la situation militaire et politique du pays, il se nourrissait de ces lectures des Philippiques. Et au fond, c'est avec ce ton-là qu'il s'est adressé au pays. Et c'est quelques années après la guerre qu'il a publié son livre sur Démosthène. Et vous voyez, donc là, on peut vraiment dire qu'il y a cette dimension d'insertion dans les tentatives d'action et en même temps dans les volontés de dépassement des contradictions d'une période. Et en même temps, dans le travail, parfois, c'est le cas de ce que vous citiez sur ce qu'est l'homme politique, où il y a une dimension normative. Mais je ne veux pas faire de théorie politique normative en soi. Je pense qu'une normativité a du sens si elle a une profondeur historique, si on lui a donné une espèce de fondement dans l'expérience. Et pas simplement, en cela, je me distingue beaucoup de tous ceux qui font des théories normatives de la justice. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement à la manière de grandes personnalités, bien sûr, comme Rawls. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire une théorie normative de la justice, c'est de voir quelles sont les difficultés pratiques à organiser le débat sur la justice sociale, les difficultés pratiques à penser la redistribution, à l'éclairer.
Et si je travaillerai à nouveau sur ces questions-là de la justice sociale dans un prochain livre, eh bien, je reviendrai à ces questions, j'espère en débouchant sur une théorie normative de la justice, mais je le ferai avec, en ayant fait le plein, je dirais, d'une considération concrète, précise, nourrie de tout ce qui sont les tensions, les difficultés et les problèmes de la justice sociale concrète. Pierre-Rosan Vallon, vous parlez de livres, vous parlez de Démosthène, des Philippiques, vous parlez d'un petit livre de Clémenceau également. Est-ce que ça veut dire, comme le disait d'ailleurs à ce micro des masterclass avant vous, l'historien Patrick Boucheron, que votre travail consiste à lire des livres, essentiellement ? Il consiste à lire des livres, bien sûr, mais des livres, que veut dire le livre? Si c'est une forme matérielle où il y a des feuilles imprimées qui sont reliées, on peut appeler ça un livre. Mais à ce moment-là, un livre, ça peut être un recueil de documents. Et j'ai consulté énormément de recueils de documents. Dans la Bibliothèque nationale ici, par exemple, je me souviens d'avoir lu systématiquement tous les ouvrages d'une série historique sur tous les débats sur l'organisation des comités électoraux en 1848. Il y en avait près d'1 millier. Bon, donc j'ai aussi fait de la digestion de documents de ce type-là. Et les 100 volumes d'archives parlementaires de la Révolution française, je les ai lus, digérés, disséqués, annotés. Et un livre, c'est cela aussi, c'est la restitution de documents. Donc l'historien se sert de livres qui sont des documents et de documents qui ne sont pas encore des livres. Et en ce sens-là, aujourd'hui, les documents qui ne sont pas encore des livres, eh bien, c'est des pamphlets, c'est des essais, c'est des articles de journaux. Mais oui, c'est lire, mais lire en regardant d'un certain point de vue. Parce que c'est lire en se donnant des images des périodes. Il est certain qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, les discussions pendant la Révolution française si on se contente de lire les archives parlementaires. Il faut imaginer ce qu'était l'amphithéâtre. Il faut imaginer et comprendre aussi pourquoi, par exemple, en France, on avait choisi de ne pas reproduire le Parlement de Westminster. Vous le savez, à Westminster, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Il y a des bancs qui se font face pour qu'on discute et qu'on s'explique franchement. D'un côté, ceux qui gouvernent, de l'autre côté, l'opposition. Et on est serré sur les bancs pour pouvoir s'interpeller, discuter. En France, non. On regarde tous vers le milieu, on regarde tous vers le vide, en espérant que la concorde des cœurs produira l'unanimité. Ça ne la produit pas. Mais il y a eu, par exemple, beaucoup de discussions entre les architectes pour savoir comment on allait construire l'Assemblée, les assemblées, les lieux des assemblées révolutionnaires. Et moi, je m'intéressais aussi à toutes ces choses techniques et pratiques, si je puis dire, parce que la politique n'est pas simplement des idées, c'est des idées qui prennent sens dans des émotions, qui prennent sens dans des lieux, qui prennent sens dans des mises en scène, qui prennent sens aussi dans des moments avec des tumultes, des incompréhensions, des difficultés. Donc, vous voyez, une lecture, mais au sens très diversifié et approfondi du mot lecture. Une lecture qui regarde, dites-vous. Est-ce que ça veut dire aussi que parmi vos sources, on trouve des œuvres d'art, alors vous parlez de photos, j'imagine aussi de dessins, de représentations de l'Assemblée par exemple, mais des films, des pièces de théâtre, des romans, etc. Des images, beaucoup. J'ai beaucoup fréquenté le cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. Je vous donne juste un exemple. Quand on parle de représentation du peuple, eh bien, il y a eu tout un débat pendant la période révolutionnaire pour savoir comment représenter le peuple, qui est le peuple. Et il y a eu un concours national pour ériger une statue au peuple. Eh bien, c'est très intéressant de retrouver au cabinet des estampes toutes les propositions de statues du peuple. Et on voit que le peuple, on n'arrivait à le représenter que de façon abstraite, le peuple, on a fini par le représenter comme un colosse qui tient à bout de main des papiers sur lesquels il y a marqué des slogans, et non pas comme quelque chose de concret. Donc je me suis intéressé évidemment beaucoup à tout ça, et d'ailleurs tous les livres que j'ai publiés pour la trilogie chez Gallimard sont des livres illustrés. Romans également ?
Oui, bien sûr, il y a des romans, mais pour les périodes qui m'ont intéressé pendant la Révolution, il n'y a pas vraiment de romans. Les romans, c'est sur le 19e siècle. On ne peut pas faire l'histoire du 19e siècle sans lire et citer les romans de la période, mais pas simplement les romans. Citer aussi, par exemple, le roman feuilleton, qui a autant d'importance pour la sensibilité populaire. Citer aussi les poètes ouvriers, par exemple. Citer, comme je suis aussi quelqu'un qui aime bien fouiner dans les brocantes, parce qu'il y a un côté brocanteur dans la vie intellectuelle aussi. Il n'y a pas simplement la bonne organisation où on met ces 1000 références et que l'on descend une à une, etc. Il y a aussi le hasard qui fait bien les choses, et j'ai appris beaucoup de choses en traînant dans les brocantes, parce que parfois j'ai découvert par exemple des gravures que je n'avais jamais vues reproduites nulle part, et qui m'ont intéressé. J'ai trouvé des petits... Je vais donner un exemple. Au moment de la Commune, il y a eu des petites brochures qui ont été publiées, dont la plupart ne se trouvent même pas à la Bibliothèque nationale, parce que c'était des petites choses vite oubliées, qui étaient publiées sous le titre « Compte-rendu d'un habitué des réunions publiques ». Oui, raconter ce qui se passait dans des petites assemblées à droite et à gauche. Bon, ben ça, voilà, c'est dans le hasard de ces cartons dans lesquels on fouille, dans des brocantes, que j'ai pu trouver des choses comme ça qui ont leur importance. Et quelque chose comme ça, Pierre Rosanvallon, vous souvenez ce que vous en avez fait, si vous en avez fait quelque chose, ou c'est pour votre passion et votre curiosité personnelle, et votre culture personnelle également? Je les ai cités, pour un certain nombre d'entre eux, je les ai cités dans mes travaux. Alors vos travaux, justement, parlons-en, parlons de l'objet qui est le vôtre, l'objet du politique. Déjà, vous fonctionnez quand même beaucoup, pas tant que ça, mais quand même un peu, par cycle. Cycle de la représentation et de la souveraineté populaire, par exemple, cycle de la justice sociale. On parlera tout à l'heure du nouveau cycle dans lequel vous entrez, cycle sur les mutations contemporaines de la démocratie. Pourquoi donc ce fonctionnement cyclique chez vous ? Ça finit par un cycle, mais ça ne commence pas par un cycle. Ça commence d'abord par une interrogation. Je vais vous l'expliquer très simplement. Quand j'ai commencé à travailler sur la démocratie, j'étais plongé dans toute l'histoire de la Révolution française, de la Révolution américaine, de la Révolution anglaise aussi. Et puis, j'ai écrit Le Sacre du citoyen, qui était une histoire de la citoyenneté, une histoire on pourrait dire, de l'émergence du peuple citoyen. Mais en faisant ce travail, je me suis rendu compte que je ne traitais pas un autre objet important, qui était celui justement de la représentation. Et donc, j'y ai consacré, au début, c'était destiné à être, je dirais, un chapitre peut-être d'un volume, et puis j'ai vu qu'il fallait en faire un livre. Et puis en faisant ce deuxième livre, j'ai dit, oulala, mais il y a quelque chose qui est beaucoup trop grand pour faire un chapitre aussi, c'est traiter tous les errements sur la souveraineté. Donc j'ai fait un livre sur l'histoire de la souveraineté du peuple. Et c'était pareil pour ma tétralogie plus récente sur les mutations de la démocratie. J'ai d'abord voulu faire un livre qui était un livre sur ce qui me paraissait le plus neuf, à savoir l'avènement de ce que j'ai appelé la contre-démocratie. Une démocratie qui n'est pas simplement définie par la participation électorale, mais une forme démocratique qui est définie par la surveillance, qui est définie par la critique, une forme de démocratie négative entre une démocratie régressive et une démocratie novatrice. C'est ça qui m'intéresse. Je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est un peu ambigu et équivoque, dont l'histoire est tissée. Et quand j'ai fini ce travail, je me suis dit, voilà, mais il y a d'autres aspects auxquels j'avais pensé dans ce livre sur les mutations de la démocratie contemporaine que je n'ai pas traité. Et donc, j'ai commencé à traiter le livre sur les transformations de la légitimité. Et puis après, je dis, je ne peux pas traiter la démocratie comme régime si je ne traite pas la démocratie comme forme de société. Et du coup, j'ai fait le livre sur l'égalité. Et puis, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas terminer cette réflexion sur la démocratie. C'était bien de prendre la démocratie régime et la démocratie forme de société, mais qu'il fallait aussi penser à l'idée de gouvernement qui n'avait jamais été théorisée en politique.
Et donc, j'ai fait ce livre sur le bon gouvernement. Alors, c'est presque, pardon de tant de vulgarité, mais c'est presque comme quand on fait une recherche sur Internet, c'est presque de la sérendipité. Vous cherchez quelque chose et puis ça vous amène à autre chose qui vous amène à autre chose. Oui, etc., seulement etc. il y a une petite différence. Sur Internet, vous changez d'objet toutes les 30 secondes. Oui, non, mais d'accord. Là, ça met des années, des centaines, voire des milliers de volumes à lire. Donc, c'est une sérendipité ralentie. Est-ce que cette sérendipité ralentie, Pierre-Rozan Vallon, vous la pratiquez seul ou en équipe? Est-ce que vous travaillez en groupe ou solitaire? Plutôt solitaire. Le travail d'équipe, il a signifié quelque chose pour un moment en histoire notamment, lorsqu'il y avait des grandes masses documentaires à dépouiller. Et donc, beaucoup d'historiens, notamment de l'économie, dans la tradition des annales, ils lançaient des grands programmes de travail où il fallait 10, 20 ou 30 doctorants pour abattre le travail. Donc, c'était le grand moment du travail collectif. Moi, ce n'est pas tellement un travail collectif, c'est une discussion coopérative qui m'a nourri. C'est plutôt cela, parce que par mes objets, ils étaient des objets sur lesquels travaillaient d'autres personnes, avec qui je pouvais dialoguer. C'était le cas, beaucoup de personnes ont travaillé sur la citoyenneté, beaucoup de personnes ont travaillé sur la représentation, beaucoup de personnes ont travaillé sur le suffrage des femmes, par exemple, auquel je m'étais beaucoup intéressé dans un de mes premiers livres. Eh bien, voilà, il y a cette idée de compagnonnage interrogatif et critique qui a beaucoup compté pour moi, mais ce n'est pas la même chose qu'un travail d'équipe qui existe là où il y a des grandes enquêtes à faire, si je puis dire. Alors là, on tourne autour, avec tous ces concepts, toutes ces notions dont vous parlez, Pierre-Rozan Vallon, on tourne autour de cet objet qui est le vôtre. Vous êtes donc titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique. Et je voudrais qu'on s'arrête sur ce politique. On a parlé de la démocratie, beaucoup, et puis tout ce qui a trait à la démocratie de près ou de loin. Comment avez-vous délimité votre champ de recherche? Comment on envisage l'objet politique, sachant que vous faites bien la différence, et vous allez nous l'expliquer, entre la politique et le politique? J'aurais pu choisir un autre intitulé pour ma chaire au Collège de France. J'aurais pu faire, par exemple, un intitulé en disant « Histoire et théorie de la démocratie ». J'aurais pu choisir cela, mais je n'ai pas choisi parce que j'ai préféré prendre un intitulé plus large qui me laisse plus libre dans mes objets. Donc c'est déjà large. Voilà. De fait, oui, c'est quelque chose de très large en soi, parce que d'abord, beaucoup d'historiens diraient « histoire moderne tout court ». Ou histoire contemporaine, mais histoire moderne et contemporaine, cela voulait dire que j'avais l'ambition d'intégrer les périodes révolutionnaires dans ma réflexion. Et de fait, même dans bien de mes travaux, j'ai été jusqu'à des périodes bien avant la période révolutionnaire. Et du politique, parce que j'ai choisi l'objet, le politique, défini non pas comme la sphère politique, non pas comme les institutions politiques, mais définies comme la fabrique, en quelque sorte, d'un monde commun, la fabrique d'une souveraineté collective, la fabrique aussi, ou l'institution, pourrait-on dire, du lien social dans le politique. C'est ça qui m'a intéressé fondamentalement et c'est ce qui a fait la différence. D'ailleurs, quand nous étions avec Claude Lefort, François Furet, un certain nombre à travailler dans cette direction, c'est ce qui marquait très nettement la différence, par exemple, avec ceux qui étaient les historiens de la politique à Sciences Po, qui faisaient l'histoire des partis, qui faisaient l'histoire des élections, qui faisaient l'histoire des institutions politiques. Et nous, le type d'histoire que nous pratiquions était complètement différent. Pas simplement parce que nous faisions davantage référence à des objets historiques, mais aussi parce qu'on ne s'intéressait pas simplement à la politique comme un champ spécifique de l'activité humaine, mais nous intéressions aux politiques comme, on pourrait dire, l'objet central de la vie collective en démocratie. De la vie de la cité. Mais c'est ce qui vous distingue, par exemple, d'un politiste ? L'historien du politiste ? Les politistes, vous savez, c'est une des sciences sociales, peut-être que certains vont me reprocher cela, mais une des sciences sociales qui est longtemps restée parmi les plus molles, entre guillemets. Et elle n'était rigide que lorsqu'elle s'intéressait aux élections, ce qui était un objet très petit, pour ne pas dire très mince.
Et je crois que la science politique qui s'est intéressée à ces questions dans ma direction, c'est ce qu'on appelle la théorie politique. Mais la théorie politique, dans la science politique américaine, ça représente 3% des professeurs. Et en France, bien sûr, il y a un certain nombre de personnes et des personnes vraiment excellentes, mais ça n'est qu'un petit nombre dans la science politique. La science politique, aujourd'hui, elle repose beaucoup aussi sur des enquêtes quantitatives de diverses natures. Alors comment on travaille sur le politique quand le politique est aussi contemporain? Pour la période moderne, vous nous avez expliqué quelles étaient vos sources, quelles étaient les formes, les outils qui vous permettaient de faire de l'histoire, Pierre Rosanvallon. Comment travaille-t-on quand on travaille sur le présent aussi? C'est-à-dire, il faut bien que le passé, puisque l'histoire est un laboratoire actif du présent, il faut bien qu'à un moment, on revienne ici pour replonger dans le passé. C'est un aller-retour, votre travail, un dialogue permanent entre présent et passé. Est-ce que, par exemple, vous allez lire les articles de journaux aujourd'hui en vous plongeant ensuite dans des articles de journaux du passé? Est-ce que ça vous sert, ça? Mais en tout cas, ce qui me sert, c'est ma connaissance des débats du passé me sert pour comprendre le présent. Je vais vous prendre juste un exemple très simple. Aujourd'hui, il y a tout un débat sur le référendum d'initiative citoyenne, tout un débat sur la place du référendum dans la société. Et ce qui me frappe, c'est l'ignorance dans laquelle se trouvent beaucoup, pas simplement de nos concitoyens et de nos dirigeants, mais même des commentateurs, de toutes les discussions qu'il y a eu sur le référendum, sur le rôle du référendum, sur, par exemple, je ne prends qu'un seul exemple qui est décisif à propos de l'exemple du Brexit. C'est que toute la théorie du référendum, si elle est simplifiée, dit le référendum, c'est l'expression directe du peuple souverain, donc c'est la forme naturellement supérieure de la démocratie. Et en soi, si on se résume les choses de cette façon-là, il est évident que c'est la forme supérieure de la démocratie. Alors ensuite, il faut se demander, est-ce que le référendum peut être l'instrument démocratique pour prendre les décisions quotidiennes? Alors à ce moment-là, on va porter une réponse différente, parce qu'on va voir que la politique n'est pas simplement une addition de décisions, que c'est la construction d'une politique dans le temps. Et que le référendum, si c'est une expression instantanée, il n'est pas forcément le meilleur instrument pour construire des politiques dans le temps. On va aussi voir que la question d'un référendum est de savoir si elle inclut ou pas les conséquences, les dimensions normatives de ces conséquences. Par exemple, en Suisse, M. Blocher, la personne d'extrême droite qui est le champion du référendum, a fait voter un référendum disant qu'il fallait arrêter l'immigration. Et puis après, le Conseil fédéral dit oui, il y a eu une réponse positive, il faut arrêter l'immigration, mais nous avons les accords frontaliers avec l'Allemagne, la Suisse et la France. Ah oui, mais nous avons notre accord avec l'Union européenne. Ah donc, désolé, il n'y a pas la possibilité normative d'appliquer ce référendum. Et le Brexit, c'est la même chose. Êtes-vous pour ou contre êtes-vous pour leave or remain? Nous sommes pour quitter, mais on n'a pas discuté les conséquences et les conditions du départ. Donc, vous voyez, un peu de connaissance historique attire l'attention sur toutes ces dimensions d'une question comme celle du référendum aujourd'hui. Vous donnez cet exemple qui est le référendum d'initiative citoyenne, mais je ne suis pas sûre que ça permette de bien comprendre en quoi votre travail d'historien et d'historien du politique, et en quoi vous allez chercher dans le passé pour mieux comprendre le présent, en quoi cela vous distingue-t-il aujourd'hui, puisqu'en plus on est dans une nuit des idées qui s'intitule « Face au présent », en quoi votre spécificité d'historien face au présent vous permet bien de comprendre la différence entre ce que vous faites là et un travail de commentateur de l'actualité, ce dont vous vous excluez souvent, ce que vous vous refusez à faire, Pierre Rosanvallon. Donc, qu'est-ce qui peut être la limite quand on vous confronte au présent le plus immédiat, et donc le RIC, c'est un présent le plus immédiat? Qu'est-ce qui fait la différence entre ce que vous venez de faire et le travail du commentateur? Le commentateur, en l'occurrence, par exemple, il ne connaît pas bien l'histoire des débats sur le référendum en Grande-Bretagne. Le commentateur, il ne connaît pas
tout l'activité très importante qu'il y a eu pendant la Révolution française autour du thème de la ratification de la loi par la volonté générale. Le commentateur qui va parler aussi de la révocation, il ne connaît pas précisément la constitution du Venezuela. Même ceux qui s'en réclament ne la connaissent pas bien, parce qu'à ce moment-là, il saurait qu'une des conditions de la révocation, c'est que le vote de révocation obtienne un nombre de voix supérieur au nombre de voix recueillies par celui qui était élu, ce qui est absolument exorbitant comme condition. Voilà ce que le commentateur ne connaît pas. Et on pourrait multiplier les exemples, et hélas, il n'y a pas que les commentateurs qui sont ignorants aujourd'hui. Voilà, vous avez parfaitement répondu. Merci beaucoup. Il fallait vous titiller un peu plus. Pierre-Rosan Vallon, vous êtes également, et donc on a commencé par ça, par ce côté, ce caractère atypique qui est le vôtre, puisque vous avez commencé par une carrière militante, enfin en tout cas une vie militante avant de vous tourner vers la recherche. Mais vous ne cessez de faire des allers-retours avec la vie de la cité en étant très engagé. Alors vous allez me définir ce que vous appelez cet engagement, mais on peut parler dans cet engagement de ceux que vous avez fondés, de ceux auxquels vous avez contribué. Je pense à la Fondation Saint-Simon pendant de nombreuses années, de 1982 à 1999. La Fondation Saint-Simon, c'était un think tank réformateur, pour le dire d'un mot. La République des idées, que vous avez fondée et dont vous êtes encore le président, qui est à la fois un lieu de réflexion, un lieu de publication de livres et un site, puisqu'il est accompagné du site lavidiesidées.fr. Et puis encore, peut-être raconter la vie, qui est encore une expérience que vous avez lancée en 2014, qui est à la fois une initiative citoyenne, qui s'accompagnait encore de livres, là aussi d'un site participatif. Voilà, peut-être ces trois facettes-là qui disent bien l'engagement qui est le vôtre dans la cité, complémentaire de votre travail de recherche. Je pense que l'engagement ne se définit pas d'abord par la prise de position. Il y a des moments importants où il est dans la vie de la cité, où il est important de prendre position. Mais je dirais les prises de position, elles sont faciles. Ce qui est important, c'est d'apporter de l'intelligibilité. Ce qui est important, c'est d'armer les citoyens. Ce qui est important, c'est que les citoyens puissent être plus lucides, plus actifs, et pas simplement davantage entraînés. Mon métier à moi, si je puis dire, ça n'est pas simplement d'aviver les émotions, c'est de rendre plus forte l'intelligibilité, c'est d'armer intellectuellement. Et c'est pour cela j'ai une activité d'éditeur d'une manière ou d'une autre, mais que j'ai eu aussi, à travers ce projet Raconter la vie, une expérience qui va avoir un rebondissement dans les mois qui viennent, avoir une expérience qui correspond aussi à un nouveau rapport, je dirais, des citoyens à la connaissance mutuelle. Peut-être il faut dire un mot de ce que c'est Raconter la vie, c'était tout simplement, j'avais écrit un essai qui avait pour titre Le Parlement des Invisibles et qui disait donc il y a 5 ans que la grande urgence aujourd'hui, c'était que chacun dans la société puisse se sentir représenté. Et que quand on n'est pas représenté, quand on a l'impression que sa vie ne compte pour rien, eh bien, on se sent méprisé et on se met de côté, on se retire ou on se rebelle, mais en tout cas, on ne se sent pas un citoyen à part entière. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est exactement cette situation-là. Et le projet Raconter la vie, c'était reprendre une grande idée américaine au moment de la grande crise, dans les années 1930, le Federal Writers Project, qui consistait à dire que pour faire une société plus cohérente, faire une société qui accepte davantage de partager, une société dans cette Amérique-là, qui est une société dans laquelle la fiscalité a été complètement révolutionnée en quelques années, c'est une société où le sens commun devait être plus fort, où il y avait une connaissance mutuelle. Et j'avais été frappé par une formule de Michelet qui disait, en 1848, juste après la Révolution, il avait dit « Nous ne pourrons pas faire la démocratie si nous restons dans une terrible ignorance les uns des autres. » Car c'est quand on reste dans l'ignorance mutuelle qu'il y a les fantasmes, qu'il y a les préjugés, qu'il y a les stéréotypes qui gouvernent la cité. Et à ce moment-là, la cité meurt de cela. Et donc, ça, c'est un exemple pour montrer qu'à côté d'une théorie de la représentation, il fallait contribuer
à une représentation vivante et pas simplement à une représentation électorale. Vous parlez de vos convictions. Je me demande dans quelle mesure les convictions personnelles, et toute forme d'ailleurs d'engagement au sens très large et très noble du terme, influent sur votre recherche et vice-versa d'ailleurs, ou bien à quel moment vous sentez qu'il faudrait les laisser à la porte de vos travaux. Vous le dites clairement, ça a été aussi votre première vie, une première vie assez longue comme compagnon de Michel Rocard, de la deuxième gauche. Est-ce que cela, à un moment ou un autre, vous a peut-être même gêné dans vos recherches, ou au contraire, ça a toujours été quelque chose que vous assumiez comme tel et pleinement? Non, c'est quelque chose que j'ai toujours assumé comme tel, et je ne réfrène sûrement pas. Je suis un grand lecteur de journaux. Je suis un grand témoin et attentif à l'actualité. Je ne pourrais pas continuer à travailler. Ce qui me donne envie de continuer à travailler, c'est aussi parce que je suis nourri des problèmes, des perplexités du présent, des dangers du présent aujourd'hui. Si actuellement je suis en train d'écrire un livre sur le populisme, ça n'est pas pour faire l'antienne classique de dénonciation du populisme, c'est pour montrer en quoi le populisme, il faut distinguer le populisme comme symptôme de tout un ensemble de questions, et la proposition populiste, et de la comprendre à l'intérieur du champ démocratique, dans l'histoire de la démocratie. Et c'est justement parce que, je reprends cette expression, l'histoire nous mord la nuque sur ce plan-là, qu'il est urgent d'y travailler. Et il est vrai que c'est un sentiment que j'ai eu en permanence. J'ai eu en permanence le sentiment que j'écrivais des livres que j'aurais dû écrire des années plus tôt. C'est-à-dire que je me dis même maintenant, si j'avais pu écrire tout ce que j'ai écrit en 1976, peut-être que la réflexion sur l'autogestion aurait été plus loin. Peut-être que la deuxième gauche n'aurait pas été simplement bloquée là où elle l'a été. Ce livre sur le populisme que je suis en train d'écrire, je me dis, mais il aurait fallu l'écrire déjà il y a 3 ou 4 ans, ou même avant. Ça aurait changé quoi, vous pensez? Ça aurait changé quoi? Peut-être les termes du débat politique peuvent être changés si on apprend à poser les questions autrement, peut-être. Regardez Le Parlement des Invisibles, vous l'avez écrit en 2014, il y a 5 ans quand même. On aurait pu le regarder autrement. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose, peut-être là, et c'est une question que je voulais vous poser, du rapport aux politiques, mais cette fois-ci aux politiques au pluriel, c'est-à-dire aux responsables politiques? Est-ce que les politiques lisent assez les livres de professeurs au Collège de France comme vous, alors même que vous travaillez sur leur objet? C'est-à-dire que c'est les citoyens, bien sûr, puisqu'il n'y a pas que les politiques, les citoyens, puisque la démocratie doit être faite par tous, donc il faut que les citoyens s'en emparent également, mais en l'occurrence, que font les politiques? Ils peuvent les lire, les livres. J'ai même des exemples de personnes qui vous invitent à déjeuner en vous disant c'est vraiment formidable, etc. Quand on avait sorti le projet Raconter la vie, il y avait près de 100 députés socialistes qui nous avaient invité les auteurs, toute l'équipe, on est une vingtaine, à me dire discuter avec eux. Ils avaient dit tout ça c'est formidable. À la fin, quelqu'un avait dit et en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Et c'est un petit peu ça, la difficulté. C'est-à-dire que des personnes politiques, dans des moments de conversation ouverte, elles sont très ouvertes, mais dès que la conversation est terminée, elles repensent à autre chose. Elles repensent au programme à boucler, au congrès du parti dans lequel il faut l'emporter. Voilà, elles sont reprises dans un maelstrom du quotidien qui fait qu'elles ne dominent pas leur sujet. Et il faut peut-être frapper plus violemment à la porte, mais pas simplement plus violemment à la porte. Il faut aussi que ce soit les citoyens eux-mêmes qui s'emparent des questions. Il y a une chose que j'ai compris, c'est que ça ne servait à rien de jouer le rôle de conseiller du prince, de chuchoter à l'oreille des puissants. Ça peut avoir une forme de satisfaction, ça n'est plus de mon âge, je dirais. En revanche, j'ai compris une chose, c'est quand les idées deviennent des forces matérielles, parce qu'elles sont portées dans la société, que là, ça peut compter et peser. Pierre Rosanvallon, vous avez les idées, vous avez la profondeur historique, vous vouliez, avant même d'être chercheur, disiez-vous tout à l'heure, vous engager dans une carrière politique, puis vous ne l'avez pas fait. Est-ce qu'il ne serait pas le temps d'avoir une troisième vie de député, de maire, de ministre, pas de conseiller du prince, mais d'y aller, vraiment? Il y a toujours beaucoup de candidats pour cela. Et vous voyez même aujourd'hui que, alors même que les effectifs de certains partis fondent comme neige au soleil, les prétendants ne cessent de croître. C'est même une curiosité de la vie démocratique, c'est que l'échec ne
continue pourtant à attirer les prétendants. Alors, moi, je ne suis pas prétendant à l'échec, et donc je pense qu'il est préférable de continuer à avoir cette fonction d'éclaireur, cette fonction, je dirais, de compagnon en intelligibilité de nos concitoyens. Passeur ? Passeur, c'est un mot un petit peu usé, mais pourquoi pas. Vous préférez éclaireur ? Voilà. Vous préférez éclaireur. Est-ce que les livres que vous écrivez, en dehors du public qui vous lit, en espérant que certains politiques vous lisent de façon intelligente, est-ce que ces livres sont aussi pensés pour des intermédiaires, alors là je nous mets dedans, ou des médiateurs, que sont les médias? C'est-à-dire dans ce rapport un peu tendu, sans doute souvent désenchanté, entre le savant et le politique, qui est un rapport complexe, vous incluez les médias, et de quelle façon? Les médias, mais là, il y avait une émission sur France Culture, il y a souvent des émissions qui parlent des médias. Les médias ne sont pas tous les mêmes. BFM n'est pas France Culture et Le Monde n'est pas But. Mais je pense que, bien sûr, un certain nombre de médias jouent leur rôle de médiation. Mais je pense que c'est très important aussi pour celui qui écrit d'être en contact vivant avec le monde associatif, le monde syndical, le monde militant. Et pour ma part, j'honore beaucoup de demandes, de discussions, beaucoup de demandes, pas simplement de conférences, mais aussi de travail commun avec ce monde syndical, associatif ou militant. Vous disiez tout à l'heure, Pierre Rosanvallon, que vous travailliez plutôt en solitaire, ça dépendait des moments, mais que vous n'étiez pas spécialement dans des équipes de recherche avec un groupe de travail. Malgré tout, je ne sais pas si on peut dire que vous faites école, mais en tous les cas, vous êtes aussi à certains moments entouré de jeunes chercheurs qui continuent ou qui poursuivent d'une façon ou d'une autre, à leur façon à eux, le travail que vous avez entrepris. Je peux en citer quelques-uns: Yvan Jablonka, Florent Guénard, Pauline Pérès. Est-ce que vous avez ce souci de la transmission à une jeune génération qui pourrait continuer le travail du politique que vous avez entrepris? Je l'ai eu naturellement en étant directeur de thèse. J'ai dirigé de nombreuses thèses, bien sûr, et je pense que ça fait partie du travail intellectuel, justement, que d'aider à la formation d'intellectuels. Mais je dis aider à la formation d'intellectuels indépendants et autonomes. Je n'ai jamais eu l'idée de faire école au sens de fabriquer des disciples. Non, je pense que le travail intellectuel doit fabriquer des individus autonomes. Comme dans la vie en général, on veut fabriquer des individus indépendants, c'est pour moi la même chose dans le monde intellectuel. Et puis je pense qu'il y a une justice générationnelle à établir. En ce sens qu'aujourd'hui, il est souvent difficile d'entrer à l'université, d'entrer dans la vie intellectuelle, et donc il est important de créer des lieux où des plus jeunes générations peuvent plus rapidement occuper une place, jouer un rôle, et c'est une des fonctions de la vie des idées. La vie des idées a une dimension générationnelle très forte pour aider à ce que des personnes plus jeunes que moi jouent un rôle intellectuel extrêmement moteur et central. Il y a une question dans ces masterclass que nous posons souvent à nos personnalités invitées, qui est la question de la postérité, la transmission. Mais est-ce que vous avez le souci de la postérité? J'ai le souci, en tout cas, j'ai le souci de m'insérer dans une histoire collective, dans cette histoire intellectuelle collective du travail sur la démocratie. Oui, donc en ce sens que je pense que je travaille à la postérité en donnant les moyens pour que ce souci il puisse continuer. Mais ça n'est pas le sens de la postérité au sens d'une œuvre où vous avez un tableau devant les yeux qu'on continuera à regarder 30 ans après. Non, c'est la postérité d'un travail à faire. C'est un petit peu différent que l'idée de postérité d'une œuvre qui présuppose qu'on va garder le regard fixé, et le regard fixe donc sur quelque chose qui est inchangé. Non, la postérité, c'est un travail qui continue. Qu'est-ce que vous aimeriez, Pierre Rosanvallon, que dans quelques siècles, on dise de vous? Je n'ai rien. Oh ben non, c'est trop facile ça, je ne vous ai pas préparé, mais... On dira, j'espère qu'il y aura des historiens qui s'intéresseront, parce que l'histoire de la démocratie continuera.
Et l'histoire de la démocratie continuera, mais elle continuera peut-être après des soubresauts et des difficultés. Car moi, je n'oublie jamais une chose, c'est que si l'Europe a été le continent d'invention de la démocratie, l'Europe a été aussi le continent des pires perversions de la démocratie. L'Europe a été le continent du fascisme, l'Europe a été le continent du stalinisme. Et je crois que nous pouvons revivre. Alors, ce n'est pas la répétition du passé, mais nous pouvons vivre ou revivre des nouvelles formes de perversion, de terribles régressions. Et je pense que dans le futur, cette histoire des rapports entre les espérances et les régressions, elle restera, hélas, extrêmement riche et vivante. Dans votre leçon inaugurale, vous citiez Edgar Quinet. Vous disiez d'Edgar Quinet, la démocratie a perdu ses bagages, il faut qu'elle se refasse tout son bagage d'idées. Ça, c'est encore une phrase d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Que vous reprenez à votre compte. Je pense qu'il faut toujours refaire ce bagage d'idées en fonction de la manière peut-être différente des termes selon lesquels des vieilles questions continuent toujours à se poser. Ces vieilles questions, c'est très simple. Ce sont les questions, qu'est-ce qu'une société d'égaux? Qu'est-ce que la justice sociale? Qu'est-ce qu'une décision en commun? Et qu'est-ce que l'organisation, je dirais, de l'humanité et plus simplement de la nation comme sujet pertinent de l'histoire. Et il y en a peut-être une que certains citeront de Pierre Rosanvallon dans quelques siècles. Par exemple, celle-ci, nos régimes peuvent être dits démocratiques, mais nous ne sommes pas en réalité gouvernés démocratiquement, d'où ce besoin d'avoir les outils pour mieux agir et s'emparer de notre démocratie aujourd'hui. Un grand merci à vous, Pierre Rosanvallon. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette masterclass.